Alors j'avais il y a quelque temps fait une vidéo sur brainspotting versus psychanalyse, brainspotting versus EMDR. Aujourd'hui j'ai fait une vidéo qui vient un petit peu compléter et qui s'appelle brainspotting versus les autres thérapies. Donc j'ai encore augmenté mon expérience en brainspotting. J'ai encore fait des supervisions avec David Grant à New York. Donc mon brainspotting continue à évoluer. C'est vrai que c'est une thérapie qui est très développementale dans le sens où le thérapeute parcourt une sorte de chemin où il améliore de plus en plus sa technique. J'ai fait aussi des sessions personnelles sur moi et j'ai remarqué que faire des sessions personnelles sur moi, ça s'explique sûrement au niveau de la neurobiologie interpersonnelle, mais améliore à chaque fois mon brainspotting et c'est vraiment très très intéressant. Alors, le brainspotting, par rapport aux autres psychothérapies, quand même, sa particularité, c'est je dirais, l'interaction avec le patient, où il y a effectivement à travers la recherche, donc pour ceux qui ne connaissent pas le brainspotting, je vous invite à aller voir mes autres vidéos qui expliquent ce qu'est le brainspotting. Donc dans le brainspotting, on recherche dans le champ visuel un point qui va permettre d'accéder au réseau de mémoire traumatique, à la mémoire implicite, et de retraiter ce trauma. Moi, ce qui m'apparaît dans cette technique par rapport aux autres, c'est quand même la simplicité déjà de mise en œuvre et le côté naturel. Alors, le brainspotting, évidemment, il ne faut pas se méprendre, peut devenir complexe pour les cas complexes. Un trauma aigu, pour moi, n'est pas un trauma complexe, donc c'est pas très difficile, mais le brainspotting reste très naturel et très simple, en fait. Je vais dire que le brainspotting, c'est un peu comme la musique, c'est-à-dire que plus on pratique la gamme, plus c'est simple et plus on peut faire sonner comme on veut. Et le brainspotting, je dirais que c'est un petit peu pareil, on peut se sentir vraiment très très à l'aise, on peut presque improviser à l'intérieur d'un cadre précis. C'est vraiment très excitant pour le thérapeute et même pour les patients d'ailleurs qui peuvent s'amuser de l'innovation qu'on peut trouver pendant les sessions. Le brainspotting, par son processus, se distingue des autres par la non-intervention. Alors on pourrait, en regardant de l'extérieur, avoir l'impression que c'est presque que de la psychanalyse, puisque moi, avec mes patients, je parle très peu. Je leur demande juste de temps en temps où est-ce qu'ils sont, comment est leur activation dans le corps. Donc déjà, c'est la grande différence avec la psychanalyse, c'est que le psychanalyste ne demande jamais comment sont les émotions dans le corps. Or, on sait aujourd'hui que c'est vraiment la voie royale. Pour activer les zones cérébrales qui retraitent un trauma, il faut absolument passer par le corps et par l'activation émotionnelle dans le corps. Donc ça, c'est déjà la grande différence. Mais quand on regarde de l'extérieur, l'attitude du thérapeute est différente aussi dans le sens de l'engagement et de la présence, puisque le thérapeute est toujours fixé sur son patient, regarde le moindre signe. Des fois, il y a de l'apparition de nouveaux spots pendant la séance. Donc le thérapeute va sauter sur l'occasion pour voir qu'est-ce qui apparaît à ce moment-là et qu'est-ce que le patient est en train de retraiter. Et on voit que c'est très naturel parce qu'un patient va tout à coup trouver un endroit où il trouve des ressources pour traverser son trauma tout seul sans qu'on ne demande rien. Et il va aller dans ses souvenirs. Donc on ne sait pas toujours où est le patient quand on le voit en face de soi. Ce processus n'étant jamais interrompu, le thérapeute suivant comme ça son patient, le processus du patient sans trop intervenir, c'est ça qui est quand même assez différent par rapport à l'EMDR, parce que le MDR, on fait des mouvements oculaires, on demande à chaque fois où est-ce que le patient se trouve, on a un objectif de traitement qui est une cible pour le jour de la session, et quand on part vers une autre cible, on arrête le processus et on ramène le patient vers la cible. Et on met la cible qui est apparue, on la met de côté, comme si on compartimentait, et on la retraitera une autre fois. En brainspotting, on ne fait pas du tout ça. On suit le patient où il va. Et en fait, je me rends compte que le fait de suivre le patient sans jamais intervenir, ça lui permet d'aller vraiment très très loin, notamment les patients qui ont déjà fait de l'EMDR plusieurs années sur eux le disent. Ça permet d'aller très très loin, et probablement que si on avait posé la question où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui se passe, ou qu'on avait ramené le patient pour réévaluer comment était son activation émotionnelle, on aurait en fait interrompu un processus qui était en train de se produire. Alors ça n'empêche pas que le MDR est efficace, mais le brainspotting permet d'aller vraiment très profond et permet de voir que
chez les sujets où il y a des retraumatisations, c'est-à-dire qui ont eu un trauma dans l'enfance, ensuite un autre trauma adulte, et après un autre trauma, qu'en fait, ils vont naviguer dans la mémoire implicite entre les différents traumas, et parfois il y a d'ailleurs des éléments d'analogie entre les différents traumas, et ils vont se promener, en fait, ils retraitent tout en même temps, la régulation émotionnelle se fait à travers tous les traumas, et au bout d'un moment, il n'y aura plus rien qui active. Donc en brain spotting par rapport aux autres thérapies, il n'y a pas un ciblage précis. D'ailleurs, David Grant appelle ce qu'on appelle le principe d'incertitude, qui est que des fois on se dit, bon, bah, la semaine prochaine, on va travailler là-dessus. J'ai encore eu l'illustration cette semaine. Et en fait, quand la personne arrive, il y a un événement qui s'est produit entre deux, où elle dit quelque chose au début de la séance qui ne correspond pas du tout à ce qu'on avait prévu. Et en fait, en brain spotting, on suit le patient. Donc on part du principe que ce qui apparaît dans l'entre-deux va servir à du retraitement. C'est ça le principe d'incertitude. On suit le patient, on ne sait pas toujours où il va. Dans le processus du brain spotting, il n'y a pas toujours des images qui feraient Eureka, où le patient retrouve quelque chose dans l'enfance. Ça arrive bien souvent, mais il arrive que l'on aille dans des traumas qui n'ont pas d'empreinte, où il n'y a ni souvenir ni image. Parce que quand le trauma a été enregistré dans le cerveau, les capacités du sujet ayant été submergées, il se peut que les hormones de stress étant très élevées, il n'y ait pas d'enregistrement de toutes les données et que dans la mémoire implicite, en fait, le trauma est enregistré de façon fragmentaire. Donc il se peut très bien que pendant les sessions de brain spotting, il n'y ait que des sensations corporelles qui se promènent, de douleur, de tension, d'étranglement, de pleurs, et le patient n'a aucune image, et il faut reconnaître que ni le patient ni le thérapeute ne savent vraiment où ils sont à ce moment-là. Mais ce n'est pas très important. Imaginons, puisque j'en ai parlé dans une autre vidéo, que nous soyons dans un trauma de naissance. Je ne sais pas si ça existe, mais imaginons que ça existe. Ce n'est pas très important pour le thérapeute brain spotting de savoir si ça existe. Il y a quelque chose qui se présente où il y a une activation émotionnelle, une dysrégulation, et en fait le but de la thérapie c'est d'obtenir la régulation. Donc après, de savoir si ça correspondait à telle ou telle chose, on ne sait pas. On peut même dire que parfois on a sûrement affaire à des abus ou de la violence dans l'enfance, mais qu'il n'y a aucune image et on ne sait pas à quoi on a affaire. Quand les patients posent des questions autour d'eux, bon, c'est de l'attribution en fait. Si les parents disent bah, quand tu étais enfant à 4 ans il s'est passé ça, c'est possible, mais dans la séance, ce qui est important pour le brain spotting, c'est d'accueillir ce qui vient, de ne pas interpréter et de ne pas juger ce qui vient. L'important, c'est de guérir. Alors, il y a des patients qui guérissent et ils ont bien du mal à décrire exactement ce qui s'est passé pendant le processus. Ils n'ont pas eu forcément Eureka et quelque chose qui est arrivé et qui a permis la résolution. Évidemment, ça arrive, mais ce n'est pas toujours le cas. Et bien souvent, les patients connaissent leur trauma, en fait. Ils ont pensé que c'était réglé. C'est peut-être la plus grande surprise qui arrive, mais en général, ils connaissent leur trauma. Dans la somatic experiencing, on fait plus de pleine conscience sur le corps, sur l'apparition de mouvements, sur un mouvement qui n'a pas eu lieu, notamment dans ce qu'on appelle la réponse de figement, mais qui n'est pas, à mon avis, une très bonne expression, la réponse du figement, parce que ça veut dire plein de choses, le figement. Il y a notamment ce qu'on appelle l'immobilité tonique, où il y a beaucoup de sortes d'immobilité tonique et de sortes de figement. Enfin, on va dire que ça repose sur le principe de mettre en mouvement, comme dans la sensorimoteur psychothérapie, mettre en mouvement quelque chose qui aurait été bloqué. Bon, ça, oui, bien sûr, ça fonctionne, je le fais, mais dans le brain spotting, il y a de la somatic experiencing, puisque le patient décrit quand des mouvements veulent apparaître, décrit ce qui se passe dans son corps. Donc, il y a une dimension pleine conscience dans le corps. On peut l'appuyer un peu en demandant comment est la sensation physique, en demandant au sujet d'observer cette sensation physique tout en étant sur le spot. Mais on ne cherche pas à faire des mouvements au patient. Si par exemple le patient, hier j'ai une patiente qui me dit « Ah ben là, le spot il est sur le sol, là. Ah ben là je sens qu'il y a quelque chose qui veut se battre, qui veut se lever, j'aurais presque envie d'aller sur le spot. Et puis voilà, aller sur le spot et un peu combattre. » Bah, donc moi je lui ai dit « Écoutez, si votre intuition vous dit qu'il faut aller sur le spot, bah, allez-y. Hein. »
Elle était allée sur le spot. Bon, après, elle est revenue, la régulation avait changé. Bon, elle ne savait pas si c'était le fait de s'être levée et qu'elle avait coupé un petit peu le processus. Bon, en tout cas, elle l'a fait. Ça a permis la régulation. Donc, ça montre qu'en brain-spotting, on n'a que ce qui vient, mais on n'induit pas vraiment, en fait. On ne demande pas de faire un mouvement. Où il y a des patients qui, mentalement, se voient en train de frapper l'agresseur, de lui donner des coups de poing violemment, et on sent qu'il y a un retraitement du trauma qui se fait sans avoir mis en mouvement le geste qui ferait qu'on est en train de frapper l'agresseur mentalement. Alors probablement, David Grant dit que probablement il y a des micro-mouvements qui ont lieu, un peu comme quand on chante, quand on chante dans sa tête, il y a des micro-vocalisations au niveau du larynx qu'on ne perçoit pas et qu'on n'entend pas. Il se peut très bien que quand on imagine qu'on frappe quelqu'un, il y a des micro-mouvements qui font qu'il y a quand même une décharge, je ne sais pas. Ça serait à étudier. Mais on n'a que ce qui vient, et c'est peut-être le lien avec la somatic experiencing, c'est qu'il y a une dimension corporelle, pleine conscience dans le corps, qui est beaucoup plus importante que dans le MDR d'ailleurs. Même si j'ai vu passer quelques études où dans le MDR on essaye d'introduire un peu plus de pleine conscience. Par rapport aux thérapies cognitivo-comportementales, dans les thérapies cognitivo-comportementales, on travaille sur les cognitions. Donc par exemple, quelqu'un qui a une croyance « j'ai pas de valeur, je vaux rien » ou « j'ai mal fait », on va essayer par un questionnement de l'aider à restructurer sa pensée. Bon, moi aujourd'hui, j'ai une opinion qui est que ça tient pas en fait. Quand on fait ça, ça aide dans l'instant, un peu comme quand on essaye de rassurer quelqu'un, mais ça tient pas et on voit que quand on retraite des traumas, par exemple, de patients qui ont une culpabilité, je suis nul, je vaux rien, je ne mérite pas de vivre. Quand on retraite leur trauma, on voit que les cognitions se corrigent d'elles-mêmes. C'est ça qui est fantastique dans le brain spotting, c'est le côté naturel. Donc tout à coup, les patients disent « Ah moi je trouve que j'ai de la valeur ». Alors on n'a jamais posé une seule question sur ce qu'ils se racontaient eux-mêmes, comme en EMDR. On n'a jamais fait évaluer la croyance, on n'a rien demandé du tout. Le patient a dit dès le début je vois rien, je me sens coupable. On n'a rien dit, on a fait le processus, on les a mis dans le cadre du brain spotting et puis à la fin ils disent bon là je suis en train de me dire que finalement non, c'est pas de ma faute. Et si on écoute les enregistrements, parce que j'enregistre toutes mes sessions, moi j'ai rien dit. Ça s'est fait tout seul naturellement. C'est là que c'est vraiment un processus à travers une position oculaire et à travers le corps de quelque chose qui se restructure. Ce qui amène d'ailleurs à tous les courants de pensée cognitivistes où la pensée est intimement liée au corps et ne peut pas en être séparée. Un dernier point, j'avais déjà dit ça quand j'avais traité la psychanalyse, mais c'est vrai que dans les psychothérapies où on parle, il y a une négation totale du corps, donc pour moi c'est plié, ça veut dire que on ne peut pas guérir de ces traumas si on n'implique pas le corps, c'est impossible. Ça s'explique aujourd'hui, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une étude qui sort ou qui montre comment ça fonctionne dans le cerveau. Peut-être pas une semaine, mais on va dire, il n'y a pas un mois où il n'y a pas une étude qui sort où on montre comment s'activent les zones cérébrales quand il y a de la dysrégulation émotionnelle et comment le fait d'impliquer la pleine conscience, donc le corps, on ne peut pas avoir pleine conscience sans le corps, ça permet de réguler les émotions et de retraiter les traumas. Voilà, je voulais vous faire part avec un petit peu plus d'expérience encore du brain spotting par rapport à l'EMDR, les TCC, la somatic experiencing. Et voilà. Bon, ah oui, il y a juste une dernière chose, parce qu'on me pose souvent la question par rapport à l'hypnose. Alors pour moi, l'hypnose, il y a l'hypnose ericksonienne et puis après il y a l'hypnose où on met vraiment les gens en état de transe. Bon, c'est pas ce que font les thérapeutes en général. La plupart des thérapeutes font de l'hypnose ericksonienne, donc il y a de l'hypnose indirecte. Il y a beaucoup de métaphores, mais il y a quand même de la suggestion. En brain spotting, il n'y a pas de suggestion. On ne fera jamais de suggestion. On peut poser une question, mais on ne fera pas de suggestion. Donc c'est peut-être la grande différence avec l'hypnose. Ça ne veut pas dire que pendant le brain spotting, il n'y aurait pas un état hypnotique ou quelque chose qui ressemblerait dans les activations des zones cérébrales. C'est complètement possible. Mais ce n'est pas de l'hypnose en soi. En plus, pour les traumas, moi j'ai cherché des études sur le retraitement des traumas par l'hypnose, j'ai rien trouvé en fait. À chaque fois que je trouve une étude, c'est c'est des différentes techniques qui n'ont pas l'air d'être les mêmes en fonction des personnes. C'est des techniques de stabilisation, des techniques de lieu sûr, mais qui sont déjà utilisées en EMDR, que le MDR d'ailleurs a appris à l'hypnose. Il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait reconnaître qui serait exactement la même chose.
Alors qu'en brain spotting, un thérapeute il pourra décider de choisir un spot avec le pointeur, de choisir un gaze spot, c'est-à-dire un spot sur le mur ou sur le sol, mais globalement c'est la même technique. En hypnose, il y a différentes techniques qui se déploient, mais soit ça ressemble à de la technique d'exposition avec des techniques de stabilisation, mais ce n'est pas vraiment une technique qui est bien élaborée pour retraiter les traumas. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez me poser une question, ben, allez-y en dessous. À bientôt.